Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous interrogez le rapport des humains à la technique et aux objets depuis un certain nombre d'années. Et alors vous êtes plongé dans la robotique avec votre dernier livre, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle. C'est paru cette année chez Albin Michel. Alors, la question, on en a déjà un peu parlé dans le reportage, mais est-ce qu'un jour, c'est possible que les robots réellement nous aiment? Est-ce qu'il viendra ce jour-là? Alors, si ce jour arrive, il est difficile de savoir quand, et en tout cas, on ne sera plus là pour le voir. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que nous allons aimer nos robots et que, vous savez, quand on aime quelqu'un, on a tendance à penser qu'il nous aime, surtout s'il ne nous le dément pas, s'il ne nous dit pas « non, non, c'est pas vrai ». Le robot ne nous dira pas « non, non, c'est pas vrai ». Donc on pourra croire que notre robot nous aime. C'est le but de mon livre, c'est de montrer qu'à partir de là, on risque d'avoir un robot, des relations un peu compliquées, qu'il vaut mieux s'y préparer. Et finalement, si on pense que le robot nous aime, ça suffit peut-être? Eh bien, ça suffit à vivre en paix avec son robot, mais pas forcément à vivre en paix avec d'autres humains qu'on oublie de rencontrer parce que le robot est fait pour nous combler. Il ne faut pas oublier, les robots, bon, c'est très bien ce qu'on voit dans les laboratoires. Là, dans ce qu'on a vu, c'est vraiment le meilleur de la robotique. C'est-à-dire, c'est le robot au milieu d'un groupe. Mais n'oubliez, ou à l'hôpital, donc dans une chambre avec un malade. Mais n'oubliez pas que le but des roboticiens, c'est de mettre un robot par famille, par foyer, parce qu'il faut en fabriquer beaucoup pour le rentabiliser. C'est très très cher de mettre au point des robots. Et il faut que ces robots, ils nous fassent plaisir, parce qu'ils ne nous font pas plaisir, on ne conseillera pas à nos voisins d'en acheter un aussi. Et s'ils nous font plaisir, le risque, c'est que on les finisse peut-être par préférer leur compagnie à celle des humains. Oui, vous avez dit, effectivement, on les aime beaucoup déjà, ces robots. Oui. On a vu d'ailleurs un des ingénieurs qui appelle affectueusement son robot Choupinette, voilà. Quand même. Mais ça veut dire quoi? On se laisse abuser par la technique? Non. Si on est bien informé sur la technique, c'est ça le problème. C'est que, vous voyez, beaucoup de gens ont très mal utilisé les technologies numériques. Depuis 15 ans, maintenant, on dit attention, il faut faire attention, il ne faut pas les utiliser à tort et à travers. On parle d'infobésité, par exemple, il faut fixer des horaires pour consulter son téléphone mobile. Mais quand la technologie numérique est arrivée, elle a envahi nos vies sans qu'on y soit préparé. Aujourd'hui, c'est le même problème avec les robots. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, parce que ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas croire que les robots, on le voit dans le reportage, c'est pour demain, c'est aujourd'hui les robots. Ils arrivent dans les écoles, dans les hôpitaux et bientôt dans les familles. Au Japon, le fabricant du robot Piper, là, ce robot avec comme une jupe, celui qui n'a pas de petites jambes, mais, voilà, comme une jupe, ce fameux robot Piper, il est question d'en vendre un par famille au Japon dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Et donc ces robots, le problème, c'est que très vite, ils vont remplir beaucoup de rôles dans nos vies et que peut-être, en effet, on va leur donner un rôle trop important par rapport à beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire avec des humains, mais qu'on va demander aux robots. Mais même plus que, par exemple, un animal de compagnie, parce qu'on voit souvent des personnes seules qui prennent un petit chien ou un chat pour ne pas être seules, justement. On pourrait le remplacer par un robot? Alors, le robot remplacera l'animal de compagnie bien mieux, parce que le robot, il sera jamais de mauvaise humeur, il aboiera pas sur les voisins, il fera pas peur aux voisins, vous ne serez pas toujours obligé de le rappeler à l'ordre, voilà, il sera bien élevé. Et puis le robot, très vite, il ne faut pas oublier, il aura des mimiques. C'est-à-dire que là, les robots, vous avez vu ceux de Aldébaran, ils ont des beaux yeux, des grands yeux, des grandes oreilles. C'est pour ça qu'on est sensible à eux, justement, oui, c'est ça? C'est pour ça, mais ils n'ont pas de bouche, ils ont une bouche fixe et ils n'ont pas de mimique. Mais il y a déjà au Japon des robots qui ont des mimiques, c'est-à-dire quand ils vous parlent, ils font comme vous et moi, c'est-à-dire ils sourient, ils clignent des yeux, éventuellement si vous dites quelque chose de triste, ils font la bouche en bas, ils compatissent, et donc du coup ces robots-là, évidemment, la tentation sera s'y attacher encore plus, beaucoup plus qu'un animal domestique. Alors là, ce qui est frappant avec les robots d'Aldébaran, justement, c'est qu'ils ont une voix encore un peu métallique. C'est volontaire. Alors Aldébaran est un type formidable. C'est Aldébaran réfléchit vraiment au danger qu'il y aurait à trop s'attacher aux robots, et il a décidé de donner à ces robots, bien qu'on puisse donner à un robot n'importe quelle voix, y compris celle de Scarlett Johansson, eh bien, il a décidé de donner à ces robots une voix métallique pour toujours nous rappeler que ce sont des robots. Mais tous les fabricants ne font pas comme lui, et vous avez d'autres fabricants qui donnent aux robots une voix complètement humaine. Mais d'ailleurs, on entend aussi dans le reportage que pour éviter que l'on s'attache trop à son robot, on pourrait programmer les robots pour qu'ils nous rappellent « t'as passé trop de temps avec moi aujourd'hui ». Oui, c'est formidable, c'est une très belle idée, mais Rodolphe Gelin fabrique les robots, c'est pas lui qui va les commercialiser. Et je doute que ceux qui les commercialisent retiennent la proposition. Au contraire, vous savez, le robot, il a été montré partout. Quand on met un robot chez quelqu'un, il s'y attache beaucoup. Le robot devient un confident, on lui raconte des tas de choses. Il ne faut pas oublier que grandes oreilles, grands yeux, tout ce que le robot entend, tout ce que le robot voit, il ne le garde pas pour lui. Il l'envoie
vers ce qu'on appelle un serveur distant, c'est-à-dire un endroit où il y a des gros ordinateurs qui vont capturer tout ce que le robot voit et entend, et puis tout ça, ça sera à la disposition du fabricant. Donc déjà, vous voyez, les fabricants de robots ont tout intérêt à ce que les gens disent beaucoup de choses, racontent beaucoup de choses, parce que quand le robot est un confident, il peut aussi devenir un conseiller. Peut-être que c'est d'ailleurs le petit robot Naro qui a conseillé là d'acheter une pizza. Peut-être que le fabricant, c'est pas le cas, mais on pourrait imaginer que le fabricant conseille à la personne chez laquelle il est, tu sais, il y a des très bonnes pizzas à côté au magasin, tu devrais en commander une. Donc, le robot deviendra un prescripteur de comportement, un prescripteur d'achat, comme le sont aujourd'hui nos écrans d'Internet. Ça veut dire qu'ils vont avoir un pouvoir sur nous? Ils vont avoir un pouvoir sur nous. Au début, ça sera de sympathiques compagnons, ça sera très vite des confidents, et quand ça sera des confidents, ils pourront devenir des conseillers d'achat. En fait, c'est parce qu'ils sont reliés à Internet et aux fabricants, etc., qu'ils sont peut-être effectivement plus problématiques qu'un animal de compagnie. Parce qu'on peut avoir une relation presque un peu bizarre avec un animal de compagnie, de dépendance peut-être, mais alors ça pose pas plus de problèmes que ça, alors qu'avec un robot, ça peut être problématique. Oui, mais toute la question, c'est de savoir comment ils vont être présentés. C'est vrai que Rodolphe Gelin prend des précautions, voilà. Mais tous les fabricants de robots ne vont pas forcément les prendre. Et déjà, quand même, il y a des fabricants de robots qui tiennent un discours complètement différent de celui de Rodolphe Gelin et qui disent « nous vous vendons des émo-robots, des robots qui ont des vraies émotions, des robots qui ont du cœur ». Rodolphe Gelin dit « le robot, c'est une machine à simuler ». Il a bien raison, mais beaucoup de marchands ne disent pas ça du tout. Ils disent « nous allons vous vendre, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un émo-robot qui a des émotions, qui a du cœur. Et si vous n'êtes pas très bien informé, vous allez le croire. Vous allez croire que votre robot a des émotions pour de vrai. Et quand vous allez croire qu'il a des émotions pour de vrai, vous risquez même de penser qu'il peut souffrir comme vous. Et on a vu aux États-Unis des soldats travaillant avec des robots et qui pouvaient prendre des risques pour éviter que leur robot se fasse mal. Mais un robot se fait jamais mal. Donc vous voyez, la confusion nous guette tous. Donc il faut être très vigilant. Il faut demander aux fabricants qu'ils ne nous fassent jamais perdre de vue ce qu'est un robot, à savoir une machine à simuler et rien d'autre. Vous parlez des militaires américains. Vous relatez un épisode d'ailleurs dans votre livre de soldats qui sont tellement attachés à leur robot démineur qu'ils lui rendent les honneurs comme un soldat tombé au combat quand il se fait exploser sur une mine, en quelque sorte. Et il y a des soldats qui utilisent ces robots démineurs, et quand le robot démineur est endommagé, il y a des soldats qui se dépriment. Il y en a qui présentent différents troubles physiques, somatiques, comme si un compagnon proche avait été blessé. Donc vous voyez, Rodolphe Gelin a raison de parler d'attachement. Et tout le problème, ça va être de savoir comment cet attachement va être géré. On sait qu'il va exister très fort, on ne sait pas vraiment comment il va être géré. Mais c'est peut-être pas pour rien que les soldats s'attachent pareillement à leur robot. Quelque part, ils leur sauvent la vie. Quand même. Oui, mais vous savez, une vieille dame chez elle, alitée ou en fauteuil roulant, le robot lui sauvera la vie sans arrêt. Le robot l'aidera à aller aux toilettes. Le robot lui fera sa cuisine. Le robot lui allumera sa télévision. Le robot parlera avec elle. Le robot lui montrera des exercices pour qu'elle garde un peu de marche. Le robot lui proposera de jouer à différents jeux pour qu'elle garde ses facultés mentales. Le robot lui sauvera la vie sans arrêt. On aura le même type de relation très forte entre une personne âgée aidée par un robot à domicile et un soldat avec son robot démineur. Bon, finalement, tant mieux si cette personne est toute seule. C'est peut-être mieux que rien, non ? Alors, le problème, c'est que le robot risquera de lui faire oublier que peut-être dans son groupe d'immeubles, il y a des gens qui pourraient venir la voir, ou peut-être que le robot finira par le faire oublier que c'est l'anniversaire de sa fille et qu'elle pourrait y penser. Si vous voulez, tout dépend des programmes qu'il y aura dans les robots. Aujourd'hui, on est vraiment, c'est pour ça que j'écris mon livre, on est vraiment au carrefour. C'est-à-dire que d'un côté, les robots peuvent être conçus comme des machines formidables qui nous rendront des tas de services, au risque de nous faire oublier que des humains pourraient nous en rendre aussi, ou bien de l'autre côté, on peut concevoir des robots comme des machines qui nous inciteront à entrer en relation avec des humains. Mais vous voyez, c'est un programme ou un autre, ce que j'appelle le robot télévision, qui va vous combler de programmes éducatifs, de programmes pédagogiques, de programmes distrayants, mais vous resterez seul avec votre robot. Et puis de l'autre côté, c'est le robot qui vous invitera à rencontrer des gens. Mais ça, il faut que les informaticiens fassent ce choix. Mais est-ce que les informaticiens vont vraiment pouvoir aller dans la programmation des émotions humaines les plus complexes pour qu'on y croit
pas de problème. C'est vrai. C'est déjà très au point au Japon. Là, on a vu des robots fabriqués en France, mais au Japon, il y a un roboticien qui s'appelle Hiroshi Ishiguro, qui fabrique déjà des robots qui ont totalement une apparence humaine, qui ont 150 petits moteurs dans le visage et des émotions d'une grande complexité. L'apparence, d'accord, mais les sentiments, ça se code pas quand même. Oui, mais qui vous prouve, qu'est-ce qui vous prouve quand vous voyez quelqu'un qui fait un grand sourire, qu'il est vraiment content? Des fois, on voit des gens très tristes. De plus en plus abusés, c'est ça. Voilà, on voit des gens très tristes, des fois, qui font semblant d'être contents, ou des gens qui font semblant d'être en colère, voilà, des enseignants avec des enfants qui ne sont pas vraiment en colère, mais qui font semblant de l'être pour se faire obéir. Donc, ce que disent aujourd'hui les roboticiens, c'est que la meilleure machine à simuler qui existe, c'est l'être humain. Et que, en fait, les robots vont simuler moins bien que nous, mais les roboticiens disent, on ne sait jamais si les humains simulent. Monsieur avec sa femme dans le lit, sa femme a du plaisir, il ne peut jamais savoir si elle simule ou pas. Alors les roboticiens disent, allez donc pas vous poser des faux problèmes, savoir si les robots simulent ou pas. La simulation sera une qualité chez les robots, chez les humains. C'est un peu la société qui nous est annoncée. Mais d'ailleurs, le lit, ce sera aussi la place du robot, peut-être, à l'avenir. Absolument. Parmi les applications possibles. Alors, ceci dit, c'est compliqué parce qu'il faudrait vraiment des robots conçus pour ça, parce que vous savez que les roboticiens sont très soucieux que les robots ne soient pas détournés des tâches pour lesquelles ils sont conçus. Et le robot Piper, qu'on a vu, qui est commercialisé au Japon dans des grandes largeurs, le fabricant a interdit d'en faire une utilisation sexuelle pour éviter qu'il soit détraqué et qu'après les utilisateurs se retournent contre le fabricant. On peut détraquer un robot ? On peut détraquer un robot si on veut le biduler, le reprogrammer, on peut, mais ou l'obliger à faire des choses, voilà. Mais alors, en fait, si je vous comprends bien, le principal danger de ces robots, c'est qu'on leur prête toutes les qualités qu'on ne trouve pas chez chez les autres êtres humains. C'est peut-être parce qu'il y a un déficit d'empathie dans la société qu'on se tourne vers les robots, non ? Il y a deux choses. Il y a le risque que toutes nos données privées partent chez le fabricant. Et alors, il a été montré que les gens qui ont un robot chez eux dans leur chambre, ils jouent avec lui, ils interagissent, puis après, ils le laissent fonctionner. Donc après, ils mettent leur pyjama, leur chemise de nuit, ils vont prendre leur douche, ils reviennent, et le robot fonctionne. Le robot, il voit tout, il entend tout, il envoie tout au fabricant. Donc déjà, ça, c'est un vrai problème. La protection de la vie privée, elle n'est pas du tout assurée avec les robots. Il faut légiférer là-dessus. Alors, oui, on a fait une réunion récemment à Paris pour tenter de légiférer là-dessus. Et puis alors, le deuxième danger, c'est qu'effectivement, un certain nombre de gens soient tellement contents avec leurs robots qu'ils oublient les êtres humains. Mais vous voyez, dans les deux cas, on peut construire des barrières, on peut construire une charte, on peut construire des limites pour éviter qu'on tombe dans un de ces risques ou dans l'autre. Mais encore une fois, il faut que les citoyens, vous, moi, tout le monde, soient vigilants pour que ces robots ne capturent pas notre vie privée à notre insu, enfin pas à notre insu, mais de telle façon qu'on l'oublie, et puis pour que ces robots soient programmés pour nous inviter à entrer en contact avec d'autres humains, et pas seulement nous satisfaire. En fait. Une information très importante. Vous savez, il y a beaucoup d'objets qui sont vendus maintenant avec des informations sur la boîte, mais il faut qu'il y ait des informations pour les robots. Du genre, je suis une machine à simuler. Alors, il faut légiférer, il faut légiférer pour protéger les êtres humains de l'impact que pourraient avoir les robots sur eux. Est-ce qu'à terme, on peut aussi imaginer d'octroyer des droits aux robots, comme ça a été le cas pour les animaux ? Oui, alors certains y réfléchissent déjà. Aux États-Unis, il y a des chercheurs qui proposent d'édicter des lois contre la maltraitance des robots. Ça veut dire que si un enfant a un petit robot pour jouer et qu'il lui triture un peu le bras et le casse pour voir comment c'est fait dedans, eh bien, les parents pourraient le gronder en lui disant « tu n'as pas le droit de faire mal au robot ». Il n'a pas mal. Ça pour vous dire que moi je suis absolument contre, parce que des lois contre la maltraitance des robots, c'est fait soi-disant pour protéger ceux qui pourraient penser que les robots souffrent. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à le penser. Mais si on édicte des lois contre la maltraitance des robots, beaucoup de gens qui ne le pensent pas finiront par le penser, puisqu'il y aura des lois contre la maltraitance des robots. Alors en revanche, ce qui risque d'arriver assez vite, c'est que les robots se voient reconnus une qualité de créature vivante, non sensible. Et ça, c'est tout à fait possible. Vivante, non sensible, ça veut dire qu'elle aurait des droits, mais qu'il n'y aurait pas risque de maltraitance, puisqu'elle ne serait pas sensible. Vous avez un robot, Serge Tisseron ? J'ai un robot aspirateur. Vous l'aimez ? Alors je l'aime beaucoup, un peu moins maintenant, je me suis habitué parce qu'il fait toujours pareil. Mais au début, j'étais fasciné parce qu'il faisait des choses que j'avais jamais vues. Et alors je ne lui ai pas donné un petit prénom comme font certaines personnes. Oui, il n'a pas tout à fait l'apparence humaine non plus. Voilà. Mais je me suis aperçu de quelque chose d'important, c'est que quand j'essaye de raconter à des amis comment il fait, je ne peux pas m'empêcher d'en parler comme s'il avait des intentions. Je dis par exemple, il hésite avec la poussière, il cherche son chemin. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher. On n'a pas de vocabulaire pour parler des mouvements des machines, on n'a que du vocabulaire humain. Ça aussi, c'est une source de confusion.
Je vous remercie beaucoup, Serge Tisseron, d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre sur l'empathie artificielle, dont vous pourrez retrouver les références sur notre site internet fautspascroire.ch. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, ainsi que sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pourrez la voir ou la revoir en rediffusion dimanche à 18h25 sur RTS2. Quant à notre prochain rendez-vous, c'est samedi à 13h20 sur RTS1. D'ici là, passez une excellente semaine.